Et c'est le moment du mois où on retourne en arrière revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour, bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois de juin 2022. Et oui, 2022 parce que c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter mes acquisitions de l'an passé. Donc je me donne un peu de jeu, un peu de recul et je vous donne mon avis avec justement une année entre les deux. Parce que vous le savez, quand on reçoit un jeu, souvent on a une belle petite lune de miel ludique, c'est tout nouveau, tout beau, mais qu'en est-il justement avec le temps? Alors je vais commencer immédiatement avec le seul jeu qui ne fait plus partie de ma collection, de ma liste, de cette liste-là, c'est le jeu Gutenberg. Gutenberg avait beaucoup de belles choses pour lui. Donc d'un, le matériel était vraiment fantastique, on avait des caractères imprimés qui étaient vraiment, mais vraiment magnifiques. Je dirais que le jeu a souffert du fait qu'il a été très oubliable pour moi. Même que lorsque j'ai regardé sur ma liste, je me disais, hey, c'est vrai Gutenberg, j'ai joué je pense une ou deux parties. Le jeu, il était pas mauvais, mais il s'était pas démarqué comme j'aurais voulu, je pense qu'il se démarque. Donc, dans Gutenberg, on a une espèce de concept d'enchère qu'on va faire. Donc, on va faire différentes sections. On va tenter d'utiliser de l'encre également, donc de faire des caractères, de compléter des missions, donc de compléter des objectifs. J'ai trouvé, je pense que le jeu a juste manqué j'ai peut-être manqué de volonté de vouloir le sortir et finalement à un moment donné, quelqu'un que je connais est intéressé à l'avoir et c'est ainsi qu'il a quitté ma collection. Donc un jeu oubliable pour ma part, mais si jamais vous l'avez aimé ce jeu-là, je veux savoir vos avis dans les commentaires et c'est toujours quelque chose que je trouve génial de pouvoir vous lire, de pouvoir voir quels sont vos avis sur les jeux dont je vous parle. Parce que comme je dis, Gutenberg, j'ai pas de critique négative à faire nécessairement sur lui, c'est juste que ça a été un jeu parmi tant d'autres qui a été oublié par le temps, même qu'il a fallu que je me creuse un peu la tête en me disant hey, c'est vrai, ça ressemblait à quoi déjà Gutenberg? Je continue avec les autres jeux qui sont encore dans ma collection, donc ça a été une des belles acquisitions que j'ai faites l'an dernier, on dirait. Le premier jeu, c'est Disney Sorcerer Arena. Alors, premièrement, je tiens à dire que je suis très heureux de savoir qu'il va y avoir une version française qui devrait sortir. Je pense que ça va aider le jeu à sa visibilité. Donc, Sorcerer Arena est un jeu dans l'univers de Disney, un univers très riche, où deux joueurs vont s'affronter. Donc, on va se faire une équipe. Et là, dans notre équipe, on va pouvoir choisir certains personnages. Et là, il y a des personnages très variés. On peut jouer Ariel, la petite sirène. On peut jouer Stitch. On peut jouer... il y a vraiment une tonne de personnages différents de l'univers. On a Mickey le sorcier. On a vraiment des... Ils sont allés chercher, et là, les extensions même rajoutent d'autres personnages de plusieurs univers. Et un personnage que j'ai trouvé vraiment génial, qui se trouve dans la boîte de base, c'est Demona de Gargoyles. Alors pour moi, Gargoyles était une franchise que j'ai adorée. Et c'est pas le genre de choses qu'on voit mixer avec Disney souvent. Je trouve ça vraiment super d'avoir un personnage comme ça. Donc moi, ça avait été un gros plus. Malheureusement, j'ai pas énormément joué au jeu. J'aurais probablement... ça serait probablement plus facile à sortir, je pense, en français parce qu'il y a beaucoup de textes. Et c'est un jeu qui se veut aller chercher un peu les gens qui sont fans de Disney comme ça. Donc c'est un jeu de combat. Donc on fait notre équipe, on va devoir s'affronter. J'ai vraiment trouvé que le jeu était bon, mais j'ai pas rejoué énormément. Je pense que j'ai joué seulement une ou deux parties. Mais il est encore dans ma collection, donc c'est signe. Et c'est signe que c'est un jeu que j'apprécie. Et j'ai vraiment hâte de voir justement la version française qui va arriver. Peut-être que ça va donner un petit boost au jeu. Un bon jeu d'affrontement que j'ai bien aimé. Je continue avec un jeu qui... Ben oui, je vais en parler pareil. Uno Flip. Ben ouais, je vous parle de Uno. Mais savez-vous quoi? Uno Flip est un des jeux les plus joués chez moi. Mon fils en redemande constamment. Mon fils apporte même le jeu à l'école. Ça reste Uno. Et ça passe quand même toujours bien. Je pense que c'est certain que, bon, on parle souvent de jeux sur la chaîne, des gros jeux de gestion, des ci, des ça, mais de temps en temps, c'est bien de retourner à ça, et Uno a une faculté vraiment super du fait que c'est facile à sortir. Donc, mais qu'est-ce que c'est la twist de Uno Flip, me demandez-vous? Peut-être. Ou pas. Eh bien, Uno Flip a deux côtés de cartes. Et lorsqu'on va jouer un certain type de cartes, on va retourner toutes nos cartes de notre main, donc des nouvelles couleurs, des choses comme ça, et on retourne le paquet, donc on n'a pas de mélange entre les deux types. Et il y a un côté qui est beaucoup plus mean, beaucoup plus méchant, avec des piges, cartes, beaucoup plus agressif. Donc, une petite twist correcte, ça reste Uno, mais... vous savez, bon, les jeux classiques, souvent, ont pas nécessairement la cote. Bon, autant qu'on pourrait parler du Monopoly. Monopoly, comme ouf, ok, j'en aurais long à dire, mais Uno, il reste que... Il y a un petit côté d'accrocheur, les parties sont faciles à jouer, on peut jouer une petite partie avant le souper. Donc c'est très facile, ça va pas être dans mon top 10 certain, mais Uno Flip, probablement un des favoris de mon fils quand même.
Je continue avec un jeu qui, lui, a été vraiment, mais vraiment impressionnant. D'ailleurs, le jeu fait partie de mes favoris de l'an 2022, donc qui est sorti l'année passée, et c'est The Guild of Merchant Explorers. Alors, premièrement, je tiens à dire le nom le plus oubliable ever, donc c'est la Guilde des Marchands Explorateurs. Je pense que c'est tellement générique comme nom, il faut que je l'écrive pour m'en rappeler, de savoir comment, c'est quoi exactement les mots, mais au final, c'est comme une espèce de roll and write, un flip and write, mais on va pas rien rouler puis rien écrire finalement. On va placer des cubes, et là, on va devoir développer, on va avoir des cartes et on va devoir, selon les types de terrain, aller placer des cubes et étendre. Donc, faire une carte, une exploration. Et là, la twist, c'est que à la fin des manches, comme ça, on va enlever nos jetons, on va simplement garder les villes qu'on va avoir placées et on va pouvoir recommencer à différents endroits. C'est un jeu qui m'a pris par surprise. Mes attentes étaient quasi nul, la boîte est très générique, mais le jeu est vraiment, mais vraiment excellent, un bon jeu, facile à sortir, le fun à jouer, je l'ai joué énormément en solo aussi, donc vraiment le fun. Si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ce jeu-là, c'est vraiment une belle petite pépite ludique. Je continue avec un jeu qui avait beaucoup d'attentes, du moins pour ma part, c'est le jeu Dice Realms. Alors, Dice Realms est un jeu qui a été designé par Tom Lehman, qui est un de mes designers favoris. Donc, le designer, entre autres, fait la série de Race for the Galaxy, donc des jeux que j'adore. Et c'est un designer qui, habituellement, a des concepts que j'aime beaucoup. Donc, Dice Realms reprend le concept de Dice Forge, entre autres, d'avoir des dés qu'on va pouvoir manipuler. Donc, on va avoir des capes de dés, des faces de dés qu'on va pouvoir changer. Donc, ultimement, c'est comme une espèce de Dice Builder. Donc, c'est littéralement un Dice Builder, en fait. Donc, on va construire nos faces de dés et on va brasser les dés de manière à pouvoir avoir des bonus. Donc, plus la partie va avancer et plus on va pouvoir manipuler nos faces de dés. Je pense que le jeu a une grosse boîte. C'est un jeu qui est assez dispendieux et le jeu est très rapide. Donc, pour ma part, moi, j'aime ça. Ça reste un engine builder. Donc, on réussit à essayer de générer une machine et de l'appliquer, mais il y a beaucoup de monde avec qui j'ai joué qui ont trouvé que c'était trop court, qu'on n'avait pas assez le temps d'exploiter notre machine. Mais souvent, c'est ça les engine builders. Hein? Lorsqu'on a réussi à construire un moteur qui fonctionne, la plupart des jeux savent quand s'arrêter parce que sinon, c'est juste un peu overkill. On va juste continuer sur notre lancée comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé Dice Realm. Il a sorti une variante solo que je n'ai pas essayé encore. J'avoue que je devrais le ressortir bientôt pour ça. C'est un jeu qui m'offre des possibilités très intéressantes. C'est certain que bon, il y a le facteur hasard, bien entendu, on brasse des dés, et contrairement à un deck builder où qu'on est certain d'avoir nos cartes qu'on va avoir, ça se pourrait que la face de dés qu'on a acheté, on l'aille pas, qu'on la brasse pas. Mais au même titre que c'est un peu un pouce à chance parce que s'il y a de quoi, ça se pourrait qu'on réussisse à l'avoir plus souvent. Donc, un jeu que j'aime beaucoup, qui gagne à être connu malgré le fait que oui, je comprends, c'est dispendieux, il y a énormément de faces de dés, c'est très intimidant à sortir sur la table toutes les faces de dés, mais le jeu est tellement simple, tellement rapide, tellement punché. Je pense que c'est ce que les gens s'attendent à un jeu plus costaud lorsqu'ils vont sortir celui-là. Donc pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier jeu que je vais vous parler est un petit jeu qui lui aussi est très populaire autour de ma table, c'est le jeu Sac de Chips. Alors Bag of Chips est un petit jeu tellement simple mais tellement passe-partout. Vous savez, c'est le genre de jeu qu'on peut traîner facilement et qu'on peut montrer à pratiquement n'importe qui. Donc c'est vraiment un jeu idéal avec des couples d'amis, un jeu brise-glace, un jeu qui gagne à être connu parce que la simplicité de ce jeu-là et son accessibilité font en sorte que c'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu où on va devoir choisir nos probabilités. Donc, on va avoir des cartes d'objectifs qu'il va avoir et pendant la partie, on va tirer des chips, donc des petites chips de différentes saveurs qu'on va placer. Donc, le premier round, on va tirer un certain nombre de chips comme ça, on va les placer et là, on va choisir dans nos objectifs. Parce que contrairement à beaucoup de jeux où on doit se construire une main d'objectifs, là, on va devoir défausser des objectifs. Donc, quel objectif je ne pense pas réussir avec mes choses? Et à un moment donné, on va même avoir un choix à faire en disant, hey, si je réussis un certain type d'objectif, je vais perdre les points. Donc, il faut se garder un peu un objectif qu'on ne sera pas capable de faire. Donc, oui, il y a l'aspect de probabilité, mais il y a aussi un aspect tellement agréable et tellement simple du fait que les parties, on enchaîne les parties une après l'autre. Donc, Sac de Chips, un bon petit jeu qui gagne à être connu. Donc, ça fait déjà le tour des jeux de mon throwback du mois de juin. Donc, pas beaucoup de jeux, mais bon, ça prend pas nécessairement une quinzaine de jeux à chaque mois non plus. Je veux savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos appréciations sur les jeux que j'ai parlé, parce que j'adore pouvoir vous lire, pouvoir lire vos commentaires et pouvoir voir si jamais vous avez un avis qui est différent du mien, parce que c'est ce qui est magique dans le beau hobby des jeux de société. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!